Aujourd'hui, qui s'en occupe? Aujourd'hui que l'IVD a fermé ses portes, que ce fonds des réparations n'est pas encore activé, qui s'occupe des victimes? On a l'impression qu'elles sont livrées à elles-mêmes. Surtout celles qui sont dans un traumatisme profond, qui sont dans une précarité profonde. Qui s'occupe aujourd'hui des victimes? Qui sont en fait le sujet, le cœur de la justice transitionnelle, c'est les victimes. Il n'y a pas de vis-à-vis. Vous savez que chaque victime dont le statut de victime a été reconnu par l'IVD, ils sont à peu près 47 000, mais ceux qui sont les victimes de violations graves du droit humain, ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont à peu près 30 000. Et les blessés de la Révolution, ils sont encore moins nombreux. Ils ont des décisions de réparation. Oui. En vertu de ces décisions, l'État, donc les structures institutionnelles de l'État, doivent les prendre en charge. Mais il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de vis-à-vis, on ne sait pas qui veut faire le suivi de ces dossiers-là. Ils ne veulent même pas en entendre parler. On a fait, je vous raconte ça parce que c'était lamentable, Nejma, qui avait un problème de colonne, c'est quadriplégique, et il a un problème de colonne et il a des souffrances horribles. Et ce gars, au début de la Révolution, on leur attribuait, à lui et à une dizaine d'autres, je crois, des habitats, c'est-à-dire ils ont eu droit à une maison. Et où est-ce qu'on met Ben Nejma? Au premier étage, avec un escalier sans rampe. Et sa mère venait lui dire, mais trouvez un moyen pour qu'il soit au rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Parce que tous les jours et Ben Nejma était reclus, parce que si par hasard il descendait, soit pour aller voir le médecin, c'était la croix et la bannière d'obtenir que quelques jeunes du quartier prennent la chaise à bout de bras sur un colimaçon où il n'y avait pas de rampe pour mettre au premier étage ce garçon. C'est dire, même quand ils veulent faire des choses, ils ne proposent pas des solutions adaptées, ils ne réfléchissent pas au calvaire des familles, de l'entourage, de la victime elle-même. Ils n'y pensent pas. Et encore une fois, j'espère que maintenant, ce dossier sera pris en considération à sa juste valeur. Je l'espère. Vous venez tout juste de transférer les dossiers et les archives de l'instance Vérité et Dignité aux locaux des Archives nationales. Mais vous avez refusé de faire de même pour les archives audiovisuelles, c'est-à-dire les enregistrements des victimes lors des auditions à huis clos, des auditions privées. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette option? Laissez-moi d'abord vous dire comment ce transfert a eu lieu, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de le refus de l'IVD de transférer, ce qui est un mensonge grossier. Nous, dans le cas de la liquidation, dès le mois de février 2019, on a établi un manuel de procédure de transfert des archives et un manuel de procédure de transfert des équipements de l'IVD dans le cadre de la liquidation. On a soumis ces deux documents au ministère des Relations avec les instances et au président du gouvernement. Les deux ont reçu ces deux documents. On a établi un calendrier de transfert qui commençait en début mai. On a reçu aucun écho. On a relancé, on a fait des courriers de relance. Je ne vous dis pas le nombre de courriers de relance qu'on a fait. Adressés aux Archives nationales? Non, adressés au chef du gouvernement. Il faut savoir une chose, c'est que les Archives nationales en Tunisie ne sont pas indépendantes. Et lorsque nous avons eu affaire à eux en 2014, au moment des archives de la présidence, où on leur a demandé de recevoir des mains de l'IVD les archives qu'on allait prendre à la présidence, il a refusé. En prétextant quoi, M. Geleb? Il a dit, moi, je ne suis pas indépendant, il faut traiter avec le gouvernement. Moi, je ne peux pas prendre de décision. C'est le gouvernement qui prend les décisions. Moi, je suis juste un exécutant technicien. C'est ça ce qu'il a dit. On a même proposé de faire une convention de partenariat pour traiter tout ce qui concerne les archives. On a dit, nous, on ramasse les archives puisqu'on a accès de par la loi. Et nous, on souhaite
archives auxquelles on a accédé, les mettre chez vous. Et on fait une convention. On a préparé, au début il a dit oui, on a préparé la convention, on a préparé les termes de la convention. Au moment de la signer, il dit ah non, moi je ne signe pas, moi je ne suis pas indépendant. C'est lui qui a dit ça. Donc nous on a tiré la conclusion que lui ne peut pas décider. Et de toute façon, s'il est un simple directeur, il est normal qu'un directeur ne décide pas, c'est comme ça l'administration tunisienne. Oui. Et une des réformes que nous avons proposées dans le cadre des recommandations, c'est de rendre indépendants les archives nationales, qu'ils puissent décider du traitement des archives. On a un énorme litige concernant la gestion des archives. Litige pas au sens conflit, c'est au sens des problèmes qui s'accumulent et qui ne sont pas résolus sur tous les plans. On ne pouvait pas s'adresser à lui légalement. Notre vis-à-vis légal, c'est le chef du gouvernement. Donc on a envoyé en leur disant, s'il vous plaît, envoyez une équipe des archives nationales, coordonnée avec eux. Et on a fait même 2 séances de travail avec le ministre chargé des instances, des relations avec les instances. On leur a dit, s'il vous plaît, appelez-les, qu'ils viennent s'asseoir avec nous et qu'ils voient avec nous le calendrier, s'il leur convient, s'il ne convient pas, etc. Et qu'on établisse les modalités de transfert depuis début avril 2019. Quand est-ce qu'ils nous répondent? À la mi-décembre. À la mi-décembre, et ça je salue quand même, on dit toujours mieux vaut tard que jamais, la présidence du gouvernement, à la fin, a bien réagi avec l'IVD, elle a accepté le transfert des archives, elle a accepté que les fonds dont manquait douloureusement l'IVD pour achever son mandat soient transférés à l'IVD. Donc les choses se sont bien passées avec Lutfi Chehen en fin de mandat, et Dieu merci, parce que ça nous a aidé à fermer la liquidation, sinon on n'était pas en mesure. Donc c'est pour cela qu'on leur a dit, oui, les archives, on doit leur donner, mais venez les chercher. Ce n'est qu'en janvier que M. Genel a accepté d'envoyer son équipe, alors que la décision au niveau du gouvernement a été prise à la mi-décembre. Et il a pris une quinzaine de jours pour venir. Après, et il a dit qu'il devait les voir. Nous, entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ils n'étaient pas sous notre autorité. On a mis sous l'autorité de la justice, on a fait une demande à la justice tunisienne, de mettre sous son autorité le choix d'un huissier notaire qui va mettre tout sous scellé. Et dès le mois de juin 2019, toutes les archives, on avait 3 étages d'archives, étaient sous scellé, sous l'autorité de la justice. Confondues, audiovisuel, papier, tout. Je termine. Les audiovisuels, je vais venir. Les archives, surtout papier. Ils étaient sous l'autorité, donc ils étaient sous scellé, avec les CD de huissiers notaires, et ils étaient sous l'autorité de huissiers, ils n'étaient pas sous notre autorité. Pourquoi il fallait quand même qu'on nous protège, parce que qu'on se protège, parce qu'on n'avait plus le vis-à-vis qui pouvait faire le relais avec nous. On avait du silence, et on avait peur que ces archives soient dilapidées, qu'il arrive quelque chose, donc on a mis sous l'autorité de la justice. Concernant les archives audiovisuelles des victimes, on a eu beaucoup de discussions avec les victimes, les associations de victimes, les coalitions, la coalition, pas une seule, la coalition des ONG sur la justice transitionnelle, où il y a l'association des magistrats, ASF, le forum, Baosla, la Ligue des droits de l'homme, la TFD, il y a fait toutes ces associations. On a fait beaucoup de séances de travail avec eux pour voir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on avait une demande des victimes que ces archives ne soient pas entre les mains de partis qui risquent de leur donner accès, à ces archives. C'est pas des archives, à cette mémoire, parce que pour nous c'est la mémoire, parce que les dossiers des victimes ont été transférés aux archives. Donc tout ce qui est dossier de victimes ont été transférés. C'était leur mémoire, c'était leur témoignage. Et leur témoignage, c'est pas tout à fait des archives, c'est de la mémoire. Et donc ils ont dit, on doit les protéger. Et on a fait la même chose. On les a mis sous scellé, sous l'autorité de la justice, avec interdiction de les ouvrir, sauf par acte de justice, que la justice dise, vous les ouvrez ou vous les ouvrez pas. Donc ils sont sous la garantie et l'autorité de la justice, et on les a donnés au chef du gouvernement en lui disant, ça, c'est pas des archives ordinaires, c'est la mémoire des victimes, c'est les entrailles des victimes qui ont raconté ce qu'ils n'ont même pas raconté à leur famille. Et il est absolument interdit, selon l'article 40,
que des personnes impliquées dans la dictature, à quelque niveau que ce soit, accèdent à cette mémoire-là. L'idéal, c'est notre vœu, c'est une recommandation faite par l'IVD, c'est qu'un institut de la mémoire voit le jour et qu'il hérite de cette mémoire. En attendant, ils sont sous l'autorité de la justice, entre les mains de la présidence du gouvernement. Donc ils sont en lieu sûr. Pour l'instant, personne ne peut y accéder, sauf acte de justice, et même le chef de gouvernement n'accède pas, mais ils sont sous sa protection. Dans le rapport final, l'IVD préconise la mise en place d'une loi spécifique portant sur les archives des droits de l'homme. Oui. De quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est pas une loi spécifique. Nous, ce qu'on a recommandé, c'est une révision de la loi 88 sur les archives. Elle est archaïque, cette loi. Et elle n'est pas du tout au niveau des développements de la nouvelle vision des archives à l'échelle internationale et des standards internationaux. C'est vrai qu'ils savent conserver, ça on reconnaît ça, personne ne doute de leur capacité à conserver, mais c'est tout ce qu'ils font. Le côté exploitation, accès, réglementation de l'accès, conservation des archives audiovisuelles, ils n'ont aucune technicité pour le faire, aucun moyen, pas seulement technique, mais logistique pour le faire. Je parle des archives. Oui, on a une seule institution. Donc la réforme qu'on demande, c'est que, ces archives deviennent réellement autonomes, que ces archives soient mises à niveau, que ces archives disposent de moyens logistiques à la hauteur de l'ambition de la Tunisie, et que ces archives, ou peut-être à côté des archives, parce qu'on peut diviser, c'est comme ça que ça se passe en France, on peut fusionner, on peut diviser. Les archives papier restent aux archives nationales, et une autre institution d'archives audiovisuelles comme l'INA en France gère les archives audiovisuelles. La gestion des archives audiovisuelles n'a rien à voir avec la gestion des archives papier, c'est d'autres techniques, etc. Donc c'est ça l'objectif de la création. Bien que l'IVD ait fermé ses portes, les médias continuent à manifester leur hostilité envers le processus de justice transitionnelle en général et envers vous en particulier. Pourquoi cette attitude? Alors, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui est spécifique aux médias. Il y a quelque chose qui est derrière les médias, qui est spécifique à l'élite tunisienne. Les médias tunisiens, dans leur grande majorité, je sais qu'il y a des exceptions, et je salue les journalistes qui font leur travail. Je ne vais pas donner de qualificatifs, ni patriote, ni sérieux, ni rien du tout. Tout ça, c'est des qualificatifs qui amoindrissent la qualité de professionnel, mais je dis professionnel et je m'arrête au mot professionnel parce que c'est important, le professionnalisme. Tout le monde connaît les standards du professionnalisme. Donc je salue ces quelques professionnels qui, contre vents et marées, font leur travail, mais il y a un mainstream, il y a un courant très fort de médias, je ne dis pas de journalistes, je dis de médias, parce que les médias, c'est plus que le journaliste, c'est le propriétaire du média. Et des études ont été faites sur la propriété des médias tunisiens. La majorité appartient à des gens de l'ancien régime, à l'ancien système. Et quel est leur intérêt pour favoriser les réformes demandées par la justice transitionnelle? Quel est leur intérêt pour favoriser la redevabilité, la demande des comptes? Ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes. Et du coup, donc, que la source institutionnelle qui demande des comptes, ben, il faut la salir, ça c'est courant. Mais je reviens au second volet qui me paraît plus profond et plus intéressant à explorer. Une très large partie, je dis bien très large partie, de l'élite tunisienne, intelligentsia, sous tous ses aspects, sous toutes ses formes, dans tous ses domaines, ont été incapables de porter le changement. Et ils sont restés cloîtrés dans leur moule dans lesquels la dictature les a enfermés. Vous savez, moi je le dis toujours, la dictature, elle ne vous laisse pas indemne. On emporte les flétrissures. Et il s'est trouvé qu'une bonne partie de cette élite
a gardé les flétrissures de la dictature et s'est laissé enfermer dans ces moules qui les ont rendus sclérosés et incapables de porter le changement. C'est comme ça qu'on peut comprendre toutes les anomalies qu'on voit au Parlement, parce qu'ils sont au Parlement. C'est cette élite-là, elle est au Parlement. Et tous les travers que nous constatons au Parlement, ça ne veut pas dire qu'au Parlement, il n'y a que cela. Il y a heureusement des gens qui sont l'honneur de la Tunisie. Mais il y a beaucoup, même une large majorité, qui sont cette élite-là. Donc une partie qui appartenait à l'ancien système, qui était à la manœuvre dans l'ancien système, et elle n'est pas intéressée à ce qu'on lui demande des comptes. Ça, c'est normal. J'appellerais ça l'élite qui, normalement, rejette et combat la justice transitionnelle. Et ces égaux qui étaient malades de la dictature ont vécu l'effet de balancier. Ils sont devenus proéminents, ils sont devenus surdimensionnés et ils ont manqué d'humilité, ils ont manqué de vigilance. Et là où on leur agite le chiffon rouge, ils sont allés courir sans même réfléchir. Ils se sont laissés intoxiquer par la machine de guerre médiatique. Ils ont avalé toute l'intox qu'on a bien voulu leur donner. Ils ont tout avalé et ils sont devenus eux-mêmes les relais de cette machine de guerre sans même se rendre compte. Et je parle là de gens qui étaient dans l'opposition, des gens qui étaient dans la résistance, des gens qui étaient pas dans le régime. Donc et je parle notamment d'une certaine gauche qui a rejeté la justice transitionnelle en l'assimilant à une attitude partisane politiquement. C'est nada. L'agité, c'est nada. Si la justice transitionnelle, c'est nada. C'est quoi alors, le reste, c'est quoi? Comment on peut l'interpréter? Et ils se sont laissés enfermer, et du coup, même leurs témoignages dont la Tunisie avait besoin, on en a manqué. Vous savez, pour que l'IVD parvienne à monter les dossiers de la gauche, on a souffert. On a souffert. Ils ne voulaient pas venir. Ils ne voulaient pas déposer leur dossier. Et c'était des victimes de la dictature. Bon, heureusement, d'autres qui sont, moi je dis, l'honneur de la gauche et l'honneur de la Tunisie, sont venus témoigner pour eux et ont donné la matière dont on avait besoin pour identifier cette machine de l'ancien système qu'il fallait démanteler. C'est un des mandats du PVD, c'est de démanteler le système de la dictature. Donc ils ont, eux, aidé. Une troisième catégorie d'élite, c'est l'élite qui n'est pas de la gauche, qui est islamiste, qui est supposée être avec la justice transitionnelle. Eh bien, elle s'est trouvée contre la justice transitionnelle. Je nuance, hein, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le Narva, ni tous les islamistes. Il y a des gens qui sont aussi islamistes, qui sont l'honneur de cette Tunisie. Mais une partie qui sont proches de ce que j'appelle moi la machine de Narva. Et ces gens-là, et notamment ceux qui étaient en charge du bureau de la justice transitionnelle de Narva, ces gens-là ont activement et de manière permanente attaqué l'IVD, mais alors encore plus que la machine du système. Les coups qu'on a reçus de ce noyau de la pseudo-justice transitionnelle de Narva, on ne les a pas reçus de l'ordre du système. La majorité des hauts responsables, surtout ceux qui sont passés par les chambres spécialisées, les hauts responsables sous l'Ancien Régime, disent qu'ils n'étaient pas au courant des exactions, de la torture qui s'épissait au ministère de l'Intérieur et par les agents de l'État, et qu'ils n'ont pas donné d'ordre pour exécuter ces sévices. Disent-ils vrai, à votre avis? Vous savez, ce qu'on appelle les tortionnaires, ceux qui exécutent, ceux qui mettent les citoyens dans la balançoire et dans le palanco, c'est des exécutants. Et c'est des gens qui font leur travail comme on leur demande de faire. Ils sont même formés pour ne pas aller trop loin. Quand il y a eu des décès, c'est parce que ça a été démocratisé sous Ben Ali, la torture. Et du coup, il y a des gens non qualifiés qui ont pratiqué la torture et qui sont allés trop loin. Donc,
la victime partait entre leurs mains, alors que l'objectif c'était qu'elle reste vivante. Donc les bons tortionnaires, entre guillemets, les professionnels, c'est ceux qui ne tuent pas la victime, pas ceux qui la laissent mourir. Et donc, ces gens-là sont formés, ils ont des formations pour savoir comment s'arrêter, à quel moment s'arrêter pour que la victime ne meure pas. Des formations, ça veut dire des... Exactement. Des ateliers Pas seulement, mais ils les envoient à l'étranger. À l'étranger. À l'étranger, aux États-Unis. Ils ont été même formés par les Israéliens, parce qu'il y a des techniques typiquement israéliennes. Toutes les techniques où il s'agit des tortures, pas la balançoire, etc., les techniques du son, quand on vous met un robinet qui bouge, ça c'est israélien. Il y a beaucoup de techniques qui sont typiquement israéliennes. Ils les ont formés, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on décide un budget, on alloue un budget pour la formation, quelqu'un peut croire que le ministre n'était pas au courant. C'est qui signait alors? C'est qui signait? Est-ce que vous avez des preuves qu'on a envoyé les gens pour les former dans ces techniques-là? Je crois que le rapport ne parle pas de ça. Il parle de la torture, des diverses méthodes, mais cette information, je ne l'ai pas vue dans le rapport. Non, parce que nous avons pu l'avoir avec des recoupements, parce qu'on a entendu des tortionnaires, qui nous ont dit qu'ils les envoyaient en formation. D'accord. Maintenant, au moment où on arrivait à faire signer les PV, ils ont reçu l'ordre de ne plus revenir, ils n'ont pas signé les PV. Et comme ça s'appelle une preuve, le PV est une preuve. Un PV non signé, ce n'est pas une preuve. Donc on ne pouvait pas en parler. Et moi, je peux vous le dire que je l'ai entendu de mes oreilles, leur déclaration. Et de toute façon, ça se passe comme ça. C'est pas, il suffit de lire un peu la littérature sur les sécuritaires et sur Guantanamo et sur ce que faisaient les Américains, et vous allez voir que ça se passe comme ça. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a trouvé des documents au palais de Carthage où le ministre de l'Intérieur, après avoir tué une victime sous la torture, propose à son président un choix. Il dit, alors comme maintenant Amnesty nous embête et que le Haut Commissariat des droits de l'homme nous demande de répondre comment est morte cette personne, quelle est la version que vous préférez? On dit il s'est défenestré, on dit il est mort avec un accident de la route, ou on dit qu'il est mort par une crise cardiaque. Et c'est signé le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de la Justice aussi donne son commentaire, parce que c'est lui qui est le vis-à-vis du Haut Commissariat des droits de l'homme. Tiens, Cédrine, vous faites vous-même partie des victimes. On l'oublie souvent. Quelles sont les violations qui vous ont le plus marqué? Je sais que vous n'en parlez pas. Je n'aime pas le mot victime parce que moi, j'ai été une personne qui a résisté à la dictature. Donc, je me sens plus dans le corps d'un défenseur de droits humains, d'un résistant à la dictature que d'une victime. Parce que la victime, elle subit, c'est tout. Moi, j'ai subi pas beaucoup comparativement aux autres qui ont subi des choses horribles, mais j'étais témoin aussi. En tant que défenseur de droits humains, j'étais témoin de beaucoup de choses. Les choses, vous savez, la violence sur les êtres humains, on a beau la connaître, la côtoyer, elle vous choquera toujours quand vous l'entendez de la bouche des victimes. J'ai fait des auditions avec des victimes que j'ai conduites moi-même. J'en sortais blessée. Après, je ne pouvais plus rien faire. Après une séance d'audition avec eux, je ne pouvais plus. Pourtant, c'est des choses que je connaissais. C'est horrible comment ils ont fait souffrir les gens, comment ils ont blessé, comment ils ont humilié, comment ils ont détruit la dignité des femmes, des hommes, comment ils ont violé leur intimité. Ils ont éclaté des familles. Ils ont éclaté des familles. Ils se sont attaqués à des enfants. C'est là où ça fait le plus mal. C'est quand l'enfant va payer. On se dit, mais pourquoi cet enfant de 9 ans, elle est violée, elle est reviolée, ses deux parents sont arrêtés, et on revient à la maison pour la revioler. Mon Dieu, comment quelqu'un peut tolérer des choses pareilles? Comment un tortionnaire peut faire ça? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai la chair de poule parce que c'est intolérable. Il ne faut pas accepter. Sous aucun prétexte.
la torture ne peut être acceptée, ni légitimée, ni tolérée, sous aucun prétexte. Si aujourd'hui il y a des voix qui osent défendre l'indéfendable, qui osent défendre la dictature en nous disant que c'était pour le bien de l'État, l'État a été sali par ces gens. L'État a été réduit à quelque chose d'indescriptible. Il faut aujourd'hui réhabiliter l'État. Il faut que l'État s'en dissocie. Il faut que l'État prenne sa distance et les renie. Et dit ça, c'est pas l'État. Ça ne fait pas honneur à l'État. Pensez-vous que le président Kais Saïed puisse un jour présenter ses excuses aux victimes et au peuple tunisien? D'abord, c'est une obligation légale. Et du président de la République tunisienne, qui s'appelle Kais Saïed ou autre chose. Et c'est une des obligations par la loi et par les recommandations de l'IVD. La première recommandation en réparation, c'est la demande d'excuses, la demande de pardon au nom de l'État pour tout ce qui a été fait par les agents de l'État, au nom de l'État, aux victimes. Quand j'ai rencontré le président Saïed, et je lui ai présenté ce qu'a fait l'IVD et ce que nous attendons de lui, il était au diapason. Le président Saïed est un révolutionnaire, il croit en la révolution, pas en termes idéologiques, parce qu'il est loin des idéologismes, mais en termes de renouveau de l'État tunisien, d'un État qui va se régénérer dans le bon sens, qui va se réformer, et il croit dans les réformes, il veut réformer. Il a des idées à lui, mais il est prêt à prendre toutes les idées qui viennent, qui aident à réformer cet État, à ce qu'il soit dans la meilleure disposition pour donner aux Tunisiens, à chaque Tunisien, quoi qu'il ait fait dans sa vie, d'où qu'il vienne, sa dignité de citoyen.